Victoire de Charles Leclerc, suivi de Carlos Sainz. Ferrari signe un magnifique doublé au Texas. La Scuderia semble aujourd'hui l'écurie la plus compétitive. Sera suffisant pour viser le titre constructeur. Surtout que Red Bull a connu un regain de forme ce week-end. Max Verstappen a remporté la course sprint et se classe 3e du Grand Prix après la pénalité infligée à Lando Norris. Le pilote McLaren méritait-il d'être déclassé alors qu'au même endroit, Max a réalisé la même manœuvre sans être pénalisé? Y aurait-il un poids, deux mesures du côté des commissaires de la FIA? Ceux-ci ont également tranché en faveur de Red Bull concernant le système litigieux permettant de régler la hauteur de caisse qui a enflammé le paddock. Circuler, il n'y a rien à voir. Vraiment? Retour enfin sur l'abandon du moteur Renault à F1. Les raisons évoquées par Luca De Meo tiennent-ils la route? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Tout d'abord, un immense merci. Notre chaîne YouTube, en quelques mois seulement, a dépassé le cap du million de vues. Le million, les amis, on l'a atteint. Merci en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, c'est important. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en podcast audio et sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Oui, je fourche, c'est le droit. On refait refait la F1, c'est chaque lundi après un Grand Prix, mais je dois gérer tellement de choses, un micro, des fiches, ne vous rendez pas compte. Allez, avec comme chroniqueur cette semaine en duplex notre team principal, ancien patron de l'écurie F1 Lotus et de McLaren, monsieur Éric Bouillet. Salut Éric. Bonjour à tous, salut Olivier. En plateau, il se moque de moi, mais il a bien raison. Ils ne sont pas très nombreux, les journalistes, à avoir interviewé Ayrton Senna. Il s'agit bien sûr de Philippe Vandel. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, ravi d'être là. On te retrouve le matin, désormais, sur Télématin, sur France 2. Alors, le lundi, je fais quelque chose qui s'appelle Je ne suis pas de mon avis, où j'ai quand même réussi à parler de Formule 1. Ah. Et le samedi, je fais les pourquoi de l'actualité, et j'ai réussi à placer un pourquoi sur la F1 l'autre jour. Mais ça, vous le savez, pourquoi les Formule 1 ont les roues qui sortent. Ah, très bien, je vais regarder ça avec grand intérêt. Il y a un replay en plus, c'est parfait. Évidemment. Un fan de Mercedes à mes côtés et de Lewis Hamilton, celui que l'on surnomme l'Helmut Marko, plutôt Merco comme Mercedes, pour ses propos polémiques, monsieur Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Il est le recordman des victoires du Quiz F1, fan d'Alpine, Guillaume Pommier. Salut Guillaume. Bonjour à tous. En duplex, nos tifosi, à commencer par le maire de Maranello, monsieur Fabrice Marcella, alias Pépone. Salut Fabrice. Salut les tifosi, regarde comment il est beau ce drapeau. Un studio sur mesure, c'est un scandale. Après la version laïque du fan de Ferrari, voici la version un peu plus religieuse, le gardien de l'église au cheval cabré, Alain Di Duca. Bonjour donc Amir. Ce n'est pas que le vin de messe. Hein. Et quant à moi, vous le savez, je demeure un supporter de Fernando Alonso qui a un peu eu du mal sur le circuit des Amériques cette semaine, mais je porte honneur au vainqueur les couleurs de Ferrari. Oui, je suis une girouette et j'assume. Un dernier mot au sujet du sponsor principal de notre émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description. Vous allez voir, tout est inscrit en dessous de la vidéo. Je vous rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative, bien sûr, au travail. Une chose est sûre, un grand merci à Winamax qui nous sponsorise et qui nous soutient. Messieurs, un petit radio check. Loud and clear. Et on enchaîne avec le débrief du Grand Prix des Amériques, bien sûr. Quelle victoire de Charles Leclerc. Le pilote Ferrari a profité de la lutte au premier virage entre Norris et Verstappen pour prendre la tête et ne plus jamais la quitter ou presque. Une course parfaite pour Ferrari qui signe un doublé avec la seconde place de Sainz. Les amis, on commence par vos tops avec Eric. Écoutez, le top, c'est évidemment Ferrari, parce qu'ils ont un week-end un peu discret. On n'a pas beaucoup entendu parler d'eux, en fait. Et puis, voilà, ils ont, comme on dit, délivré une course, une stratégie, en tout cas, parfaite, une gestion des pneus parfaite et un doublé au final qui est vraiment bien mené et rondement mené, même puisqu'il est quand même bien devant les autres. C'est un peu une surprise, Eric, ce doublé. On ne les attendait pas en tout cas si haut cette semaine. Non, après, c'est vrai qu'au vu des essais, enfin, le peu d'essais qu'il y a eu, Practice 1 vendredi, ils avaient quand même une bonne vitesse de pointe, on va dire, en course. On avait aussi un petit peu pendant la sprint race, mais ils ont bien affiné, bien préparé leur week-end. Puis voilà, plutôt discret.
d'habitude pour des Italiens qui le sont un peu moins. Mais en fait, voilà, une course qui a été extrêmement bien menée. Et puis pour une fois, la stratégie, quand même, Ferrari a été longtemps critiquée pour ses stratèges. Là, au moins, ils ont été parfaits. Et puis Ferrari qui vise désormais le titre, hein, qui revient seulement à 8 points de Red Bull pour la seconde place constructeur. Il y a 40 points de McLaren. Ils vont terminer à fond la saison. Hein. Donc, Camille, quel est ton coup de cœur, ton top cette semaine? Mon top, moi, c'est Charles. Ferrari, oui, mais Charles a été vraiment parfait. Il a tout de suite profité de l'ouverture et voilà. Comme dit Eric, Ferrari, grosse vitesse de pointe, ce qui faisait que dans le premier secteur, finalement, là où il y a les enchaînements de virages type Silverstone, Charles était un peu moins bien, mais vraiment, ils ont géré ça comme des chefs. Et puis, comme dit aussi Eric, la stratégie, faire un très bon undercut de Sainz qui passe gentiment les autres sans même devoir se battre. Donc ça, c'était quand même vachement bien joué. Donc le dernier point que je voudrais dire, c'est j'ai trouvé Charles très calme. Et ça corrobore un petit peu ses propos d'il y a une semaine de dire on va faire mal en fin d'année. Et je crois que chez Ferrari, ils sont assez conscients de leur force et tout ça s'est passé de manière très tranquille. Donc je crois que sur la fin de saison, Ferrari va faire mal, ce qui est dommage pour Lando parce que ça veut dire qu'à mon avis, le titre s'annonce vraiment pour Max. Voilà. Philippe, Charles Leclerc, c'est également ton top? Oui, mais déjà, je dois dire, un de mes tops, je suis assez ému parce que je viens de voir ce duplex de Maranello, puisque entre le top d'Éric Boulier et le sien, il a eu le temps de se resservir. Donc, on voit qu'on est vraiment au taquet sur cette émission. Évidemment, le top, c'est Charles Leclerc. C'est pas la peine de le dire. On va pas tous voler au secours de la victoire. On va tous raconter le premier virage. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu les deux qui s'étaient un petit peu frottés et les Ferrari qui passent? Et petit accessite quand même, j'ai été heureusement surpris de la présence en Q3 de Gasly et sa 7e place. Il l'a perdu, c'est Alpine Renault. Hein, avec la manière, comme on dit. Hein. Avec la manière, oui, en restant au stand. Donc, on est restant tanké, c'est bien la manière. Mais quand même, Charles Leclerc, Ferrari, méga accessible, bravo. La troisième victoire donc de la saison pour Charles Leclerc, troisième du championnat. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Il revient à 17 points de Norris et 79 points de Verstappen. Il est encore loin pour le titre pilote. Guillaume, ton coup de cœur? C'était Ferrari aussi, vous avez dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas être très long. Je soulignerai 3 choses. La première, c'est que c'était inattendu. Effectivement, tout le week-end, ils ont été en retrait et je ne m'attendais absolument pas à une course aussi bien menée de la part de Ferrari, avec une vitesse aussi élevée. 2, la stratégie. Pour une fois, parfait, parce que Sainz a doublé Verstappen avec une bonne stratégie de Ferrari. Et 3, il n'y a pas vraiment d'évolution majeure sur la Ferrari. Ils ont juste optimisé ce qu'ils avaient. Il me semble qu'il y a un aileron un peu flexible qui a été mis en place, mais c'était plutôt de l'optimisation de l'existant. Et je trouve ça vraiment prometteur pour la suite. Dernier point, ils reviennent, je crois, à 8 points de Red Bull au constructeur. Ouais. Alors évidemment, ça va faire mal en fin de saison. Hein. Alors avec Red Bull, où il n'y a qu'un pilote qui score, et McLaren qui est devant mais qui a du mal à optimiser le potentiel sur toutes les courses, peut-être que Ferrari, avec 2 bons pilotes, ils peuvent gratter la deuxième, mais pas le titre. Je dirais deuxième, peut-être pas le titre, mais en tout cas, il y a une belle sur un malentendu, hommage à qui vous savez. Une petite réaction peut-être d'Eric. Comment tu expliques le regain de forme de Ferrari? L'importance de la gestion des pneus, ils ont vraiment passé un cap. L'importance d'être en tête et de ne pas avoir d'air sale, ça fait vraiment la différence? Oui, enfin, je reviens sur ce que disait Guillaume. Cet aileron flexible n'est pas si anodin que ça, en fait. Hein. Ça a vraiment un impact important. Et je pense qu'au vu de la communication de Ferrari depuis maintenant, je dirais 4 Grands Prix, plus la trêve de 4 semaines, je pense qu'ils ont un peu travaillé sereinement pour une fois, on va dire. Je pense qu'il y a toujours l'effet Frédéric Vasseur qui continue petit à petit de disséminer au sein même de l'ADN de Ferrari un peu de plus un esprit course et un esprit serein qu'un esprit, on va dire, sanguin. Et en fait, donc voilà, je pense qu'ils ont bien travaillé et ils ont juste optimisé un petit peu. Alors c'est vrai qu'ils ont été assez inaperçus ce week-end, mais bon voilà, ils ont été là au moment où il fallait. Donc je crois que c'est plus de l'optimisation sereine et que d'autres choses. À propos d'esprit sanguin, quel est ton top cette semaine, Laurent? Bon, vous avez tous dit Ferrari, donc je ne vais pas la rajouter. Moi, c'est Russell.
donc Russell, il est parti Des stands. des stands et il a fait une remontada assez incroyable. À la limite, je pense que bon, c'est bien sûr lui qui a doublé le plus de voitures. Je pense qu'il s'est fait plaisir. Il s'est battu pris une pénalité en plus. il s'est pris une pénalité. Mérité, pas mérité, on en reparlera après. De toute façon, la FIA, c'est une mafia, hein, on le sait, donc FIA. Et donc, Attention, on surveille, hein. on verra. Je suis très très content. Dans le dernier tour, hein, il s'est fait Pérez. Donc excite Pérez. De toute façon, on n'a plus trop longtemps à attendre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un costume. Ton côté Fabrice, ton coup de cœur et ton top, j'arrivais à y arriver cette semaine. Bah, ça aurait pu être bien sûr Ferrari, mais j'étais certain que tout le monde allait choisir Ferrari. Donc, Oui, une fois n'est pas ça va, je coutume. crois qu'on a une fois- compris que tu étais un fan de Ferrari. Je Voilà, crois qu'il y a suffisamment donc, le logo autour de toi. Hein. Une fois n'est pas coutume, mon top, ce sera pas Ferrari, ce sera Liam Lawson. J'étais assez impressionné par ce jeune pilote. C'est son retour en F1 depuis, ça fait peut-être un an, non, la dernière fois qu'il était sur piste pour remplacer notamment Ricciardo. Je crois qu'il découvrait le circuit. Donc, comme je disais, ça faisait un an qu'il n'était pas remonté dans cette voiture et c'est principalement au simulateur qu'il s'est entraîné. Il est parti, je crois. Alors, il a été pénalisé, je crois qu'il devait être 60e place. Je ne sais pas ce que ça veut dire 60e place, mais en gros, il est parti dernier pour arriver 9e. Quand tu parles de remontada, je pense que sa remontada à lui, elle est assez impressionnante. Et si je ne me trompe pas, il est arrivé devant Pérez. Donc, voilà, lui qui projette en tout cas d'aller chez Red Bull, c'est peut-être un point extrêmement positif ce qui s'est passé ce week-end pour Liam Lawson. Ouais, il a succédé à Daniel Ricciardo, on en parlera tout à l'heure, un petit hommage qui est prévu tout à l'heure dans la séquence Instagram. De mon côté, mon top, c'est également un jeune, c'est Franco Colapinto, le remplaçant chez Williams comment il s'appelle, Logan Sargent, voilà, Logan qui est arrivé, Sargent. l'Argentin qui sans pression, on lui a dit de toute façon qu'il n'avait pas de contrat pour l'année prochaine et qui est le premier pilote Williams cette année à se qualifier en S3 hein, lors de la course sprint, et vraiment il fait plaisir à voir. Et puis, moi, j'adore les pilotes sud-américains. Je suis arrivé. pas Voilà, aujourd'hui, je Olivier. rappelle qu'il est argentin. On enchaîne avec les... Il est mort de rire, c'est lui qui boit, c'est toi qui es bourré. Ouais, c'est clair. Oui, c'est rien de le dire. Allez, on enchaîne avec vos flops, Eric. Voilà. Du mal aujourd'hui. Bah moi, mon flop, c'est Lewis. Pas tout à fait bien compris ce qui s'est passé ce week-end. Évidemment, on ne connaît pas tout sur le côté peut-être perso, mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment pas du tout dedans. Voilà. Donc, c'est quand même un Grand Prix important pour lui, de par son lifestyle et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est voilà, Lewis, il est passé à côté, quoi. Tu parles de tout le week-end ou tu parles juste des graviers? Je parle de tout le week-end parce que la qualif, il n'était pas là. Dernier. Les était là à graviers, course bon, sprint. ça peut La course sprint, arriver, il était pas mal. Ouais, il était 6e Oui, sur course sprint. il était pas mal encore sur sprint, mais si tu veux, si tu prends l'ensemble du week-end, Ouais. c'est pas le Lewis qu'on connaît, quoi. Laurent, tu réagis pas à la ville attaque d'Eric envers ton chouchou? Non, parce que dans ma liste, dans mon flop, j'hésite, hein, tu sais comment je doute toujours, donc j'ai fait une liste, puis après j'ai fait une sélection. Dans ma sélection, il y avait aussi Hamilton. Ce qui m'a le plus choqué, c'est son comportement physique à la sortie de sa voiture. Il y a une espèce de désespoir dans les graviers. Body language. Ouais, le body language était terrible. Bon, après... Ouais. Mais du coup, tu veux mon flop parce que Non, juste j'enchaîne. après, d'accord, coup de chaîne. d'accord. C'est prévu, tout est écrit. Tu voulais y réagir, Philippe, non? Je me disais que tout le monde allait dire Hamilton, donc je me dis quand même dans les flops, il y en a plusieurs. Il y a l'arrêt au stand de Gasly, mais je pense qu'il va en parler. Moi, c'est Alonso. Ah non. Al- Non, pas mon chouchou. Alonso, non mais le gars, il était flamboyant au début de saison, Ouais. il est en train de se perdre, il était 7e, il finit 13e, ça lui ressemble pas. On dirait, il est en train de se strolliser peu à peu. Voilà, Tu sais- et je tu me sais suis dit, non, vrai ou pas? Ouais, c'est Stroll, il part 13, il finit 15, lui il part 7, il finit 13. C'est mais- pas possible. J'ai fait pas mal de Il y a un stats. camion, il y a un camion cette année. Oui, mais non, le camion, Ce week-end, on a strollisé et on a sargentisé pour Lewis, quoi. ouais, non, mais il transcendait le camion. Il transcendait le camion Ouais, bah, à un moment avant donné, Fernando. Et maintenant, il n'y arrive plus. Juste en statistique, Ouais. si Lewis Hamilton continuait à courir 20 ans en Formule 1 sans rien gagner, il aurait à peu près le ratio de victoire d'Alonso. C'est Donc, petit. ouais, je sais. C'est petit. Moi, je dirais même plus.
Fabrice, allez, enfonce le clou dans le cercueil d'Hamilton. Oui, s'il moi te plaît. aussi j'avais mis Hamilton en flop et pour autant il avait quand même, il est parti 17e sur la grille, il a eu un départ canon. 5 places. 5 places. Mhm. Et puis il a fini surtout dans les graviers. J'ai oublié de tourner. Voilà, donc ça arrive très rarement qu'un Hamilton finisse dans les graviers en chassant de l'arrière comme ça. Il dit que la voiture sautait. Oui, il avait même demandé à changer de voiture hein, ou à reconstruire la voiture avant la course. Mais bon, apparemment, c'est le même souci que Russell qui est sorti au même endroit. Ouais, exactement. Donc, Camille, ton flop cette semaine. C'est un truc parce que je commence à avoir les commissaires dans le nez. Mettre 5 secondes à Lando, bon, je sais que c'est discutable, mais Non, c'est pas franchement discutable. non, parce Si, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé au Red Bull Ring. Est-ce que les commissaires souhaitent que ça se termine toujours comme au Red Bull Ring? Je veux dire, voilà. Maintenant, on a découvert, enfin moi, je constate en tout cas que notre ami Max, c'est le pire pilote à dépasser. Il est 10 fois plus fort que Magnussen, ce qui est peu dire. Parce que c'est le seul qui a bouchonné comme ça tout le temps, alors que c'est vraiment un circuit sur lequel c'est marrant comme circuit. Superbe On le circuit, dépasse ouais. dans tous les sens, ça permet de faire des remontées. Voilà, donc. Mais oui, les commissaires, là, pour le coup, moi, je suis pas content. Voilà. Et Est-ce en que tu plus, comprends sur le championnat, c'est pas un bon truc. Est-ce que vous comprenez la décision de la FIA de sanctionner Lando Norris pour Non. son dépassement sur Non, Verstappen? pas du Non. tout. Non. Pas du tout. Ou alors il faut sanctionner les deux. C'est pas possible. Il y en a un qui sort les 4 roues et l'autre qui tasse. Donc soit on punit tout le monde, soit on punit personne. Alors, regardez C'était un cette fait de image. course, il n'y a pas de danger. C'est Ange Pasquali qui m'a envoyé cette capture d'écran volée sur Instagram. On voit bien que Norris est hors piste, mais Verstappen aussi se prend 5 secondes. Et Russell, on en parlait tout à l'heure, qui s'est pris 5 secondes de pénalité alors qu'il n'est pas hors piste. Moi, je ne comprends plus rien aux règles de la FIA, les amis. Ah, Le Alors, problème- petite correction quand même, hein, sur le cas de Russell et de la Steak ne passe pas devant, que Norris passe devant. C'est quand même ça c'est ça qui a déclenché la différence de pénalité quand même. Oui, mais Norris est passé devant. Après, ce sera toujours le sujet des règles. d'accord. Verstappen Plus il y a de est règles, passé plus il y aura devant sur de- Norris, Plus il y aura monsieur le d'interprétation, plus il y principal. aura d'interprétation, plus il y aura de différences et moins il y aura de stabilité. Bon. En fait, le problème, moi je suis d'accord avec Eric, le problème c'est pas en fait telle décision ou telle décision. Le problème c'est l'harmonisation des décisions. Moi, alors moi en vrai sur la manœuvre Norris-Verstappen, je suis assez d'accord avec les commissaires. Norris clairement il est pas premier au point de corde et il gagne un avantage en sortant. S'il sort pas comme ça, il double pas. Donc je peux comprendre la pénalité. Par contre, ce que je comprends pas, Attends, c'est que pourquoi en fait au premier virage, au départ de la course, Verstappen ne prend pas la même pénalité. Parce que Verstappen a clairement tassé. Alors D'accord. c'était un peu moins franc, mais il a clairement tassé Norris et du coup il aurait pu aussi la prendre, un peu comme Russell. Donc en fait moi ce qui me dérange c'est plutôt le manque d'harmonisation. Mais là c'est comme ça dans tous les sports. Quand il y a des règles, il y a toujours une interprétation. C'est comme l'arbitrage dans le football ou dans Ça d'autres sports. tourne souvent Et- du côté de Red Bull, en Ouais, faveur de Red Bull, hein, ouais, quand même. pas hein. forcément. Je vais pas faire mon Hamilton complotisme de Verstappen, base. Hamilton Verstappen au Brésil, où il te le sort, mais carrément, et lui, ils sont. Ouais. Tu vois, Plante les freins. et tu vois, je veux dire, non, Verstappen, sur ces manœuvres-là, c'est bien. La bonne nouvelle, c'est que c'est la FIA qui prend les décisions, c'est pas Liberty Media, parce que si c'était Liberty Media, eux auraient fourni une pénalité à Verstappen pour qu'il y ait encore plus de spectacle. Hein. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu vois, la FIA essaye d'exister. Est-ce que le départ était trop agressif de Max, tu penses, sur Norris au départ? Non. Moi, quand tu me demanderas mon flop, je te dirai. D'accord. Bon. Très bien. Ce suspense, je sais pas si je vais pouvoir tenir. Moi aussi. Guillaume, ton flop cette semaine? Ouais, alors j'étais un peu énervé, quoi. Je veux dire, Philippe l'a rappelé, bon, c'était assez surprenant, mais les évolutions d'Alpine sur la Tour de Gasly ont bien marché en qualif, et en fait, il était rapide en qualif. Donc il fait des très bons temps en Q1 et Q2, il se retrouve en Q3, il termine à une brillante 7e place en Q3, il est 6e parce que Russell part derrière. Et Donc puis il y a le drapeau, il y a Voilà, l'accident, il y a le drapeau jaune, Alors du coup, voilà. ça le sauve. Voilà, il était 7e. Oui, effectivement, il aurait peut-être rétrogradé, mais peut-être pas. Et puis, du coup, il commence 6e et il termine 12e. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une exécution de la course d'Alpine qui a été très mauvaise. Et je vais juste mentionner deux choses. Le premier, c'est évidemment l'arrêt au stand qui est hyper mal exécuté, 6 secondes 9. Clairement, il Non. perd 4 secondes. Mm. Donc, Non. c'est super embêtant
qu'on se retrouve derrière dans le trafic, loin. Parce qu'il tenait son rang. Hein. Exactement. En fait, oui, voilà, le début de la course était bon et quand il s'arrêtait au stand, il était encore 6e. Donc, il avait le rythme en fait sur les médiums. Il avait moins sur les durs. Et le deuxième point, c'est qu'il s'arrêtait beaucoup trop tôt. On s'est fait en fait avoir par As. Magnussen s'est arrêté avant et nous, on n'a pas voulu se faire avoir par As. Non, on n'a pas voulu en fait se faire undercutter. Ouais, exactement, je retrouve le mot undercutter. Et donc, du coup, le tour d'après, Gasly s'arrête. Sauf qu'on fait 6 secondes 9, donc on ressort loin derrière Magnussen. On est bloqué derrière le peloton avec des durs qui marchaient moins bien. Et tous les pilotes, tous les pilotes, donc Colapinto, Lawson, vous étiez tous à fond avec eux, tous ces mecs-là qui sont. Non, mais pourquoi tu veux C'était vos top. Tous ces mecs-là qui sont arrêtés bien plus tard, qu'on fait un long premier relais, et ben ils ont terminé dans les points. Et tous les mecs qui étaient Alonso, Magnussen, Gasly, qui étaient entre 6 et 10 en début de course, ils ont terminé derrière. Donc il y a une mauvaise stratégie d'Alpine et je suis dégoûté parce qu'on était 6e et qu'on avait des gros points à marquer. Il ne faut pas nous en vouloir de les mettre dans nos tops par contre, d'accord. Non mais c'est pour expliquer qu'en fait ces mecs-là ont une meilleure stratégie que Gasly avec Alpine. Allez, on enchaîne. Il y a quand même des évolutions qui semblent fonctionner. On voit la lumière au bout du tunnel de ce côté-là, Philippe, du côté de chez Alpine. La lumière, c'est stop les gars, on arrête les moteurs français. C'est ça la lumière qu'on voit au bout du tunnel. Ça sera une sorte de petits, ça sera les derniers feux, c'est la petite résurgence. C'est le vieux truc, c'est ton barbecue qui s'éteint, il y a une petite flamme qui va, puis après c'est terminé. On ne peut plus rien faire griller. On reviendra sur l'interview de Luca De Meo chez nos confrères de l'équipe. Laurent, on a gardé le suspense. Non. Ah oui. Alors, que je disais, je doute beaucoup. Donc, bon, bien sûr, il y a Pérez, mais bon, à un moment donné, tu en as marre de le mettre toutes les semaines. Hein, donc, du coup, tu vas pas tirer sur l'ambulance, quoi. Surtout qu'elle avait déjà les 4 pneus crevés. Donc, Hamilton, on en a déjà parlé, c'est quand même un week-end de merde qui nous a sorti, quoi. Surtout qu'il a fait un départ. Quand j'ai vu le départ, mon fils a vu le départ, il est allé aux toilettes, il est revenu, il était dans les graviers. Donc, il a vu le départ, les 5 trucs, il dit bon, super, truc, il revient, il dit c'est ça. Donc voilà. Donc je pensais mettre la FIA parce que j'en ai marre de cette espèce de côté inconsistant dans les décisions. C'est insupportable. Et en fait, je vais mettre Norris. Je vais mettre Norris parce qu'en fait, ce mec, ce pilote qui est talentueux, c'est incroyable. Il a perdu plus de 30 places en partant premier, quoi. Sur la saison, le mec a perdu plus de 30 places en partant premier. Et tu te dis, mais... Il s'est fait tasser par Verstappen, on t'a dit. Mais il s'est fait tasser par Verstappen, mais à un moment donné, tu peux pas combattre Verstappen si tu n'es pas à la hauteur de Verstappen. Quand ça tombe toujours sur le même, tu te dis que c'est le même qui a un problème. Je pense qu'il est trop tendre, il faut qu'il soit plus dur au premier virage. Je ne sais pas s'il faut être dur au Grand Prix, d'ailleurs. Plus malin. Le mot dur, je sais pas si c'est le bon. Verstappen est impressionnant. Il va à l'intérieur, il va chercher à l'intérieur. Mais est-ce que Verstappen, quand il a commencé à gagner, il n'était pas un peu dans le même cas que Norris, tu vois, si on se rappelle il y a quelques années, il faisait beaucoup d'erreurs. Il était ça passe ou ça casse, c'est vrai. Mais là, donc lui, il va pas à la casse, mais t'imagines. Et là, il s'est fait avoir. Et les autres, en fait, ils attendaient que ça. Et ils ont très bien exécuté la suite. Hein. Non, mais ce qui est très étrange, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils se refait pas la cerise sur un circuit où on peut passer les 4 de front ou les 6 faciles de le premier virage à gauche est très avantagé au deuxième. Hein. Le nombre de fois où le deuxième au quota, donc au circuit des Amériques, hein, comme il s'appelle, circuit d'Austin, le nombre de fois où le deuxième a fini premier à la fin du premier virage, et c'est impressionnant. Donc on sait qu'il va se passer ça. Donc il y a ça, et tu as Verstappen qui a cette place-là. Mec, sois démerde-toi, mais ne laisse aucune opportunité. Tu sais qu'il va te la faire, quoi. Et le truc génial, c'est que finalement, il se les fait faire, mais en plus, le génie, c'est Ferrari qui derrière, il dit allez, on enquille. Ça me fait penser à Silverstone, où tu as Ferrari qui se bat avec Pérez, et où tu as Hamilton qui les double les deux. Alors il s'est fait redoubler derrière, mais d'un coup, on le voit arriver de nulle part. Et là, voilà. Alors, si j'ai bien compris, tu sous-entends qu'il y a une petite faiblesse du côté de notre ami Lando Norris. Ça a été une petite polémique, encore une fois, de ton ami Helmut Marko, qui a fait beaucoup parler suite à ses déclarations. Je cite, nous savons que Norris a quelques faiblesses mentales, c'est charmant. J'ai lu à propos de certains rituels qu'il doit accomplir pour bien faire le jour de la course, et nos confrères de Motorsport Magazine. Alors moi, moi je suis pas d'accord. Juste pas sur ça. J'ai trouvé Norris très très bon sur la défaite. C'est-à-dire qu'à d'habitude, tu peux être bon dans la défaite. Non, Norris est un mauvais perdant. Il fait souvent la gueule, il est pas content et tout ça. N'importe quoi. Je te dis juste que c'est pas la question. La question, c'est est-ce que Helmut est un
Helmut est un enculé. Non, tu peux- Voilà, non, c'est mais drôle. tu peux- Bah oui, c'est un salaud, ouais, c'est un ouais, salaud, ouais, c'est un ouais, salaud, ouais, mais c'est un salaud, il a toujours été salaud, il dit de la merde. Il ouvre la bouche pour dire de la merde. On débranche. Allez, 2 minutes. Mais on, Je suis on exclu peut pendant dire des 3 choses plus minutes. calmement, mais il se rapproche de Trump. Hein. Ah ouais, il se rapproche de Trump. Il s'en rapproche. Alain, Même déclaration. Eric, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de notre ami Qu'a dit Helmut Marko sur Lando Norris? Non, Lando, tout simplement. Est-ce qu'effectivement, il est un peu trop tendre? On sait que, j'ai regardé les stats, la plupart des gens qui sont partis en tête, Paulman au Grand Prix du Texas, lors des 6 derniers Grands Prix, ils n'ont pas gagné la course. Donc, on ne peut pas lui en vouloir, ce coup-ci, en tout cas. Il aurait- Non, mais enfin, on peut pas lui en vouloir. Maintenant, c'est vrai qu'il a encore un petit côté bad boy à développer. C'est quelqu'un qui est effectivement extrêmement gentil, peut-être un peu fêtard aussi, qui profite de la vie et qui fait que voilà, mais il a ce petit côté effectivement bad boy, on va dire maturité. Et il lui manque un petit peu de maturité, on va dire, pour aller. Il a le talent, il a la vitesse, il lui manque un petit peu cette maturité, comme disent les Anglais, cette selfishness pour aller un petit peu chercher ça, quoi. Et effectivement, il n'aurait pas dû laisser passer Max au départ. Non, mais la question, juste un mot. Il part en pôle, il gagne pas, mais il fait 4. Il aurait pu faire 2, on lui en aurait pas voulu. 4, on l'a pas vraiment aidé. Hein. Oui. Parce oui, on que l'a la pas dit, McLaren, oui. le McLaren n'était pas la meilleure voiture ce week-end, non? Allez, un dernier mot avec Alain à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Lando Norris? Donc, moi, on en a déjà parlé les semaines précédentes, quoi. Donc, Ah, c'est je pas vais pas Ferrari, ça rajouter un truc. t'intéresse pas. Par ça. contre, non, si. Il y a 2 trucs qui m'intéressent, c'est toi et Monsieur le maire. Moi, je dis bravo aux 2 jeunes, voilà. Et Colapinto, c'est 3 sur 3. Hein. J'ai cru qu'à Monza, c'était parce que Monza est peut-être plus facile. Ah ouais, il fait Monza, il fait Azerbaïdjan et il fait maintenant les Amériques. Bah, le mec, chapeau, et s'il n'a pas un volant en Formule 1 l'année prochaine, je mange mon chapeau. Ouais. C'est pas possible. 54 points de Il est vraiment retard très bon. pour Lando Norris au départ. Il perd 3 points ce week-end suite à son déclassement. Il n'y a que 57 points de retard. Le titre pilote est encore prenable, mais voilà, il perd une belle occasion ce week-end. Un mot quand même sur Red Bull. Hein. La Red Bull en difficulté en début de course, avec près de 10 secondes de retard avant son premier arrêt. Comment expliquer, Eric, qu'elle ait autant de difficultés alors qu'elle a dominé largement la course sprint? C'est compliqué de comprendre. Après, c'est des réglages un peu différents. Une course sprint, ils partent avec moins d'essence, donc la voiture était peut-être plus en configuration, on va dire qualif, avec je dirais dans un scope de performance plus important. La voiture avec le plein d'essence, c'est peut-être plus compliqué pour eux. Max, en tout cas, avait beaucoup de mal à faire chauffer les hards. Il s'en plaignait beaucoup, donc je pense que voilà, c'est une combinaison, je pense, d'essence, de grippe, qui fait qu'ils ont eu un passage difficile. Ouais. En tout cas, ils ont super bien bossé durant les 4 semaines de pause, que je ne m'explique pas d'ailleurs, entre le Grand Prix de Singapour et le Grand Prix du Texas, hein, qui tombe au bon moment pour Red Bull, en tout cas pour revenir. Ils reviennent très fort. Mon flop, si ça vous intéresse, c'est l'impunité. Alors, j'essaie de développer parce que c'est pas évident comme ça. L'impunité de Red Bull et de Max Verstappen. Moi, ce qui me choque dans l'attitude de la FIA, c'est pas d'accorder ou pas cette fois-ci un blanc-seing à Max Verstappen, c'est que c'est systématique. Et que ça crée un climat où finalement il se retrouve avec toutes les cartes en main. Il sait qu'il est leader du championnat, il sait que la FIA hésite à lui taper sur les doigts, il sait que s'il sort Lando Norris au premier virage, comme il est en tête, c'est tout bénef pour lui. Voilà la raison pour laquelle Lando Norris hésite à l'attaquer, parce que s'il attaque un peu trop fort, il faut arrêter, donc ami, avec le champagne. On aimerait bien partager. Oui, c'est clair. Surtout qu'il est tôt. On ne dira pas l'heure d'enregistrement. Mais bref. Donc, quand même 5h30 le champagne, franchement. Donc on se rend compte qu'il a toutes les cartes en main et que voilà, s'il le sort, eh bien, ça l'encourage presque finalement l'attitude de la FIA à être aussi agressif. Quand tu disais s'il le sort, je me disais est-ce qu'il fait vraiment de la menace à la démission comme certains ministres en disant si vous me faites chier, j'arrête la F1. C'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il fait. Il l'a dit, hein. C'est ça le sortir. Donc c'est tout bénef pour lui cette attitude. Et après, je ne critique pas l'attitude. Je dis simplement que ça crée un climat d'impunité et ça l'encourage à être comme ça. Comme d'autres grands pilotes l'ont été en son temps, un Schumacher ou un Hamilton, comme ça. Hamilton ou voire un Senna avec des largesses de la FIA. Hein. Mais je ne me souviens pas qu'il ait fait du chantage à la démission. Oui, non, ça non. Ouais. Hein, ça c'est nouveau quand même, le chantage à la démission. Senna l'avait fait un petit peu, souviens-toi, quand il était en opposition avec Jean-Marie Balès, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et qui disait, c'est vrai que Balès ne l'aimait pas beaucoup, hein, mais bon, passons. Allez, voilà, c'est terminé pour le débrief, on enchaîne avec la triche ou pas triche de Red Bull.
Alors, je vais essayer d'enchaîner pour une fois un sujet, un verbe et un complément. C'est pas évident pour moi que je débute dans ce métier. Alors, c'est la polémique de la semaine. Avant le début du week-end, Red Bull est soupçonné d'avoir utilisé un système permettant de modifier la hauteur du châssis de la voiture entre la séance de qualification et la course, qui est bien sûr naturellement interdit. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, Eric? De quoi s'agit-il? Écoutez, c'était un système qui permettait effectivement, il faut savoir que les voitures, à partir du moment où la qualif commence, sont ce qu'on appelle en situation de parc fermé. Donc il est interdit de toucher à la voiture, de toucher au réglage de la voiture, sauf certaines pièces entre la qualif et la course, sous surveillance de la FIA. Mais bon, Mais il semblerait donc qu'ils aient utilisé un système, mais maintenant depuis plusieurs années, qui permettait à la voiture, sous certaines circonstances, effectivement, et notamment quand le plein d'essence était fait, la voiture, en fait, changeait son assiette, donc sa hauteur de caisse, et donc changeait son réglage, ce qui est contre le principe de cette réglementation. Et oui, effectivement, alors après, voilà, c'est toujours la même chose. Là, on entend des équipes, les Toto Wolff, les Zak Brown et autres, qui hurlent à la triche et au scandale. Et en même temps, si ça fait 3 ans qu'ils l'utilisent, ce n'était pas inconnu pour la FIA. Donc, c'est comme d'habitude, il y a un juste milieu, il y a une interprétation à faire. Et puis, va falloir que la FIA éclaircisse ces situations, évidemment. Moi, j'ai une question pour toi, Eric. Si j'ai bien compris, j'ai pas tout compris d'abord, parce que ces choses-là sont secrètes, évidemment, c'est que toutes les écuries ont ce système, mais Red Bull a ceci de différent des autres, c'est que les autres, ça se détermine de l'extérieur, c'est fait par les mécaniciens, et là, la hauteur de caisse est réglée, si j'ai bien compris, de l'intérieur par le pilote. Est-ce que le nœud du problème, c'est pas ça? Non, pas par le pilote, mais on va dire que il n'y a eu pas d'intervention extérieure non plus parce que c'est interdit dans le règlement. C'est un système en fait qui est plutôt automatisé, on va dire. En tout Et cas, donc, de toute Red façon, Bull le problème, c'est pas le système lui-même parce que c'est dans l'esprit tu ne dois pas changer les réglages de ta voiture entre la qualif et la course. Alors. Donc, quel que soit le système, en fait, et puis ils l'ont pas tous, hein, non, ils l'ont pas tous. Mais Red Bull a peut-être un peu optimisé le système un peu trop loin. Enfin, en tout cas, c'est ce que pensent les autres équipes. Néanmoins, quand ils l'utilisent pas ce week-end, on voit que ça marche quand même. Alors, en tout cas, Red Bull a reconnu l'existence de système situé dans le cockpit du pilote, à l'avant. L'écurie a toutefois démenti l'usage de celui-ci sous régime de parc fermé, affirmant qu'il est inaccessible une fois que la voiture est entièrement assemblée, les mots sont bien choisis, et prête à rouler. Alors, c'est intéressant, c'est la réaction du patron de McLaren. Regardez, ils ont choisi leurs mots avec beaucoup de précaution en parlant d'une voiture entièrement assemblée, mais vous avez le droit de ne pas avoir la voiture entièrement assemblée dans le parc fermé lorsque vous travaillez sur le confort du pilote, a commenté Zak Brown, le patron de Woking. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi l'avoir conçu à l'intérieur de la voiture alors que les 9 autres équipes l'ont conçu à l'extérieur, Eric? Oui, après, je connais pas les raisons techniques, mais alors, le pilote ne peut pas intervenir. Ça, c'est sûr que là, c'est encore plus évident, c'est encore plus clair dans la réglementation. Après, c'est peut-être, effectivement, tout est affaire d'interprétation en Angleterre. Donc peut-être, comme le dit Zak Brown à demi-mot, lorsque la voiture n'est pas assemblée, il est possible d'y avoir accès. Et du coup, c'est toujours la même chose que nous, Français, nous avons peut-être du mal à comprendre des fois, Eric, mais j'ai une la question pour toi. réglementation est toujours l'interprétation. Et aujourd'hui, c'est l'interprétation qui fait foi en F1 et auprès de la FIA. Eric, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai fait un peu de Lego quand j'étais petit. C'est quoi la définition d'une voiture assemblée? Ça veut dire quoi, assemblée? Alors, il y a des annexes dans la réglementation qui t'expliquent ce que c'est. À partir du moment où je ne sais plus maintenant la réglementation aujourd'hui, mais si c'est précisé que c'est quand toutes les carrosseries sont montées ou pas, il doit y avoir des explications. Et si ça ne l'est pas, c'est à la FIA de l'éclaircir. C'est pour ça qu'il y a toujours des annexes dans des réglementations avec des lexiques. En tout cas, la FIA a classé l'affaire, Laurent. Ouais, en fait, moi, c'est encore une fois, et c'est pour ça que je parlais de mafia, parce que les lettres vont bien, hein, mais je suis choqué par le fait qu'il y a eu un bruit, donc ça bruisse, hein, alors encore une fois, Eric connaît ça mieux que nous, ça bruisse, et puis d'un coup, on a une annonce dans la presse, on dirait il semblerait qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas qui, et puis quelques heures après, Red Bull a reconnu que c'était eux. Et ensuite, bon, la FIA a dit, bon, ben non, laisse tomber, tout ça. Et en fait, c'est le séquencement des annonces qui est peut-être maladroit, mais en tout cas, il est très maladroit parce qu'une fois encore, on a ce sentiment que Red Bull a un traitement différent, une espèce de traitement de faveur.
Ou alors, il y a l'ingénieur en chef de Red Bull, par exemple Adrian Newey, qui change d'écurie et tout d'un coup, il devient un peu bavard. Voilà, comment En lancer fait, une alors, rumeur. Mais en tout t'as pas tout à fait tort, mais c'est pas Adrian Newey, c'est plutôt Rob Marshall a priori, qui était l'ingénieur en fait en charge du design de la voiture, qui a commencé chez McLaren au mois de février. Donc Comme a par priori, c'est de hasard. lui Ouais, que Bien ça vu, vient. Philippe. Pas mal. Ouais, en tout cas, c'est la deuxième fois de la saison que, entre guillemets, Red Bull est épinglé après le système de répartition de freinage, également utilisé par les autres écuries. Mais pour conclure, Guillaume, Oui, rapidement, en fait, la F1, ça a toujours été l'optimisation des règles et aller à la limite pour bien performer. Donc, tant que t'es pas pris par la FIA, en vrai, c'est le jeu et toutes les équipes l'ont fait dans l'histoire. oui. Donc ici, il y a un peu un climat anti-Red Bull, mais je pense qu'il faut pas. Si c'était Ferrari ou Alpine qui faisait ça, on le traiterait peut-être différemment. Donc je pense que voilà, ils ont le droit de le faire et tant qu'ils sont pas pris, ben, tant mieux pour eux. Ouais, on se En souvient fait, qu'il y a quelques juste jeunes. juste pour rappel, Oui, Eric. Olivier, en fait, hein, donc il faut savoir que tu fais cohabiter tous les acteurs de la F1, y compris la presse, dans un paddock quasiment 24 heures sur 24, d'accord? Donc, d'où les histoires de rumeurs, en fait, puisque tout le monde se parle J'ai eu et peur. tout le monde parle à tout le monde. Ensuite, la vérité, c'est qu'effectivement, Red Bull domine depuis maintenant plusieurs années et qu'ils se sont fait dépouiller les ingénieurs, les aérodynamiciens, enfin bref, c'est le plus grand dépouillage, si je peux me permettre ce mot, de l'histoire de la F1. Et effectivement, tout est affaire à interprétation. Donc, tous les systèmes dont on a parlé, que ce soit suspension et autres, ont été acceptés par la FIA. Hmm. Maintenant que les ingénieurs sont partis, ils peuvent ils ont plus la même chemise, ils ont plus la même casquette, ils peuvent remettre en cause cette interprétation et c'est ce qu'ils essayent de faire. Donc, ils challengent la FIA. Mais quand tu challenges la FIA, c'est des réunions. Il faut savoir que quand tu es dans le paddock, quand quelqu'un comme Rob Marshall ou Adrian Newey ou va dans le bureau de la FIA, tu as déjà 60 journalistes qui l'ont vu. Donc forcément, tout le monde rentre en salle de presse et tout le monde se met à faire des rumeurs et des Oh, ces gossips, des journalistes, machins. Philippe, Oh là franchement. là. Oh Et c'est là pour ça là. que ça part comme ça. Mais la vérité, c'est ça, c'est qu'en fait, Red Bull s'est fait dépouiller. Maintenant, ils sont partis à la concurrence et donc ils essaient tous d'attaquer Red Bull avec ces interprétations qui ont été Alors. validées par la FIA. Eric, je note en tout cas que les Ferrari sont bien silencieux parce qu'ils savent qu'ils ont de gros dossiers derrière qui traînent. Non, hein. mais Le dernier grand- c'est insupportable. Moi, je viens plus dans cette émission parce qu'à chaque fois, on revient sur Ferrari. Non, mais Ouais. le dernier gros dossier de quelqu'un qui s'est Non, fait mais- attraper non, mais- la main dans la peau de confiture, c'est Ferrari avec le moteur qui était un petit peu Et c'est Renault qui est allé se vitaminé. cracher aussi Mais sur. non, si, ben, non, ça mais- fait remonter Mathusalem. mais, là. mais non, Voilà, mais c'est le dernier arrêtons. gros dossier, mais en tout cas, ils se sont fait Alors. attraper Ouais. Ferrari à l'époque, mais on a. Non, mais- Avec ils ont- l'huile. Ouais, mais ils n'ont jamais L'huile. été Oui, brûler sanctionnés. Il y l'huile. a eu juste une sanction financière Ah, tout le monde. car on Non, ne mais condamne pas Olivier, Ferrari. Olivier, Non, mais Olivier, un c'est- peu de calme. c'est Quoi. pas un Attends, job et de qui journaliste, qui ça, joue c'est- pour le moment avec Non, mais les ailerons retire-moi ce McLaren? maillot là, c'est pas possible. Mais non, c'est Retire juste, ce maillot. gagnant, tu en la es semaine indigne. prochaine. Je- je Tu non, en change. es non, non. indigne, Donc, Olivier. Camille, oui. Non. Alors, tu en es indigne. Tu en es indigne. Je suis Tu peux d'accord. pas porter ce maillot. Tu veux pas te confesser, Voilà, c'est donc tout. Camille. Non, allez, remets ton truc vert là sur Je fond peux pas, le vert. studio il est Tu vert. disparaîtras. C'est transparent. Non, Allez, on je- enchaîne avec Il a le. quand même réussi à dire remets ton truc vert. Ouais. Tu vois l'inconscient. Ouais, c'est clair. Oui, On enchaîne avec presque le dernier chapitre de cette émission. On va parler de Renault et de Toyota. Ah. Enfin. Elles ont été longues, ces 4 semaines de pause, Ouais. trop longues, qui ont permis aux écuries d'expédier les affaires courantes et voire délicates, hein, la fin du moteur Renault et l'exclusion de Daniele Ricciardo. Alors, Luca Di Meo, le DG de Renault, le directeur général, a accordé une interview à l'équipe la semaine dernière. Il assume ses décisions d'abandonner le moteur Renault. Hein, il est droit dans ses bottes. Je vous lis ces citations. C'est pour moi un crève-cœur. Cette décision résulte de mois et de mois d'observation. Je suis un manager, je gère une entreprise qui est cotée en bourse et je dois repenser ce projet F1 pour enfin gagner. Je cherche donc les raccourcis pour y parvenir. Là, on est devenu invisible et d'enfoncer le clou. Garder chez nous une telle activité, il parle du moteur, coûte entre 200 et 250 millions d'euros par an, en plus du budget annuel de 150 millions d'euros. Première réaction, Guillaume, je te vois bouger la tête. Non, mais il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit. En fait, il y a un sujet de il faut gagner, il y a un sujet de je gère une boîte cotée en bourse, donc je fais attention aux aspects financiers de l'entreprise. C'est pas pareil, en fait. Donc, il faut savoir sur quel plan on se parle. Moi, en tant que Français, en tant qu'amoureux de Formule 1 et supporter d'Alpine, bah, je suis très triste de voir que Alpine abandonne le moteur Renault. Et peut-être qu'effectivement, le moyen de gagner,
c'est de mettre tous les moyens d'avoir son propre moteur. Donc sur le moyen long terme, ce serait plutôt ça. Il faut juste faire un bon moteur. Et je pense que les équipes de Viry sont prêtes à le faire. Eric parlait de dépouillage. Il y en a qui, les équipes de Viry se font recruter par les autres écuries en ce moment. Donc il n'y a peut-être pas que des nazes à Viry. On dit que Frédéric Vasseur a appelé déjà Luca Di Meo pour lui demander si Mais il a tel et tel reconnu, était d'ailleurs. libre. Il a reconnu. Maintenant, par contre, si on est d'un point de vue financier, là, je peux comprendre. Là, effectivement, Renault est une On te entreprise parle cotée en l'aspect bourse. financier. Il est manager. En fait, il est pas. C'est pas lui. En fait, il est. Non, il moi, doit- je suis il pas doit- d'accord. Il doit rendre. Attends, il doit rendre des comptes en fait à un board. Il doit rendre des comptes. Il doit rendre des comptes à ses actionnaires. Donc, et si jamais en fait, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans le projet F1 et que ça marche pas, tu peux comprendre qu'il y a un arbitrage entre la volonté stratégique et les objectifs financiers. Tu peux le comprendre aussi. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je vais dire d'un mot, je suis pas du tout d'accord avec cet argument parce que cet argument, il le sort seulement maintenant, alors que pendant des années, il a dit exactement l'inverse. Il découvre pas l'eau mouillée, Luca Di Meo. Il est tout sauf idiot, et il est tout sauf mésinformé des chiffres. Donc, c'est un revirement et c'est un parjure. Voilà. Et on en parle de la capitalisation de l'écurie, comme elle a été multipliée par 10 en quelques années, de l'écurie alpine quand même. Donc c'est pas forcément. Elle a une valeur cette écurie aujourd'hui. Par contre, le fait de ne plus avoir de moteur, je me demande si elle ne perd pas en valeur. Mais aussi, et l'autre chose, je sais plus qui n'aime pas la FIA ici, mais quand même, je trouve que ce règlement qui a gelé les moteurs, c'était une connerie monstrueuse. Ce que j'aime dans la F1, c'est que chaque année, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Alors, c'était pas la seule déclaration de Luca Di Meo. Regardez à propos de cette affaire, il y a notamment à propos de la nouvelle réglementation et du nouveau moteur Renault, dont les salariés de Viry annonçaient comme prometteur. Alors voici sa réponse à propos de la nouvelle réglementation. Cette nouvelle réglementation, c'est une sorte de Frankenstein, un compromis des exigences de chaque constructeur. Les coûts de développement sont devenus exponentiels. On saute un petit peu l'interview de l'équipe et il reprend. Ça ressemble plutôt à une usine à gaz, ce moteur. Et soyons clairs, quand vous visitez, et nous l'avons fait, une unité comme HPP, l'usine moteur de Mercedes, il y a 900 personnes qui y travaillent. On est 340 à Viry. Eric, ton réaction, on a l'impression que finalement, l'équipe de Viry-Châtillon paye finalement tout le manque d'investissement de ces 10 dernières années dans le moteur Renault, ni plus ni moins. Alors c'est le cas. C'est effectivement le cas. Le fait d'avoir loupé le coche en 2014 par rapport à l'hybridation, ce qui n'était pas évidemment vraiment pas facile parce que tous les motoristes ont découvert, ont redécouvert des anciennes technologies en fait, comme la technologie de pauvre et ainsi de suite. Ce sont des choses il n'y a rien eu de révolutionnaire. Alors, la seule chose qui était nouvelle, ça a été le management de l'énergie et de l'hybridation. Mais tout le reste, je veux dire, en termes de combustion pauvre et autres, ce sont des technologies qui existent depuis 50 ans, mais qui n'avaient pas été utilisées. Donc ça a été un peu mal appréhendé. Et donc c'est vrai que 2014 a été compliqué pour Renault et la suite aussi, puisqu'effectivement, pour rattraper, comme l'a dit Philippe, tout ce qui était réglementation a fait que très vite, on a commencé à mettre des budgets de cap et à mettre ensuite à geler le développement de ces moteurs, ce qui est effectivement une hérésie en soi, même si on comprend les managers qui veulent contrôler les coûts et là. Mais ça avait déjà coûté assez cher à Renault, pour ceux qui s'en rappellent, en 2007. Lorsqu'il avait eu les V8 avaient été gelés, ils avaient eu une dérogation parce que le moteur était à l'époque en deçà du Mercedes, déjà à l'époque. Et là, en fait, l'histoire s'est répétée, mais il n'y a pas eu cette fois-ci d'excuses. Et donc, effectivement, ils ont traîné ce développement, ou ce manque de développement, ou ce manque d'appréhension de la réglementation hybride de 2014, et ne pas avoir de clients, et ainsi de suite, a conduit effectivement le management de Renault aujourd'hui à repositionner. Puis, petite parenthèse, si M. Di Meo souhaite gagner avec Alpine Mercedes, il ne faut pas prendre l'exemple sur McLaren Mercedes, puisque même si McLaren fait un travail exceptionnel, aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont en train de marquer le pas et que des écuries-usines comme Ferrari ou Red Bull et puis Mercedes de temps en temps sont toujours là, et c'est quand même eux qui ont toujours la force de frappe de réagir, pas avec un moteur client. Good job. Solid. Very solid. Je ne rajouterai rien. Fabrice, une réaction pour conclure. Oui, moi j'avais une question à propos de la rentabilité qu'évoque Luca Di Meo. Je voulais savoir s'il y avait d'autres écuries qui n'étaient pas rentables et quel était le modèle économique en fait d'une écurie. C'est les sources de revenus, c'est principalement quoi? C'est le fait de gagner des championnats, c'est quoi exactement? Comment ça marche? Alors, si tu parles de modèle économique en F1, j'espère que tu es bien assis, en tout cas, parce qu'il est assez marrant. Si tu parles des motoristes, alors je parle des motoristes d'abord, puisque c'est le sujet. Motoristes, il n'y a pas de modèle économique, puisque les prix des moteurs ont été fixés. C'est-à-dire qu'une écurie, un motoriste peut
de mémoire, peut fournir jusqu'à 3 écuries sur le plateau, mais ne peut pas facturer plus de 17 millions d'euros par écurie. Sachant qu'en gros, ça, c'est le prix de fabrication des moteurs, de maintenance des moteurs et ainsi de suite. Renault, donc Dimeo, disait qu'il dépensait 120 millions d'euros par an chez Renault donc, pour l'écurie alpine. Donc même si tu fournis 3 écuries, tu ne vas pas gagner d'argent. Ce sera forcément toujours un gouffre financier. Et après, le modèle économique pour les écuries, en fait, bon, tout le monde le connaît, hein, c'est la place au championnat qui définit, on va dire, des revenus qui sont partagés par Liberty Media. Ce sont les revenus qui sont issus des revenus télévisuels, des revenus des promoteurs et des sponsors de la F1. Et puis chaque écurie a aussi ses propres sponsors. Oui, et puis les retombées marketing, les retombées publicitaires. Hein, je pense qu'Alpine n'a jamais vendu autant de voitures qu'en ce moment, malgré les résultats difficiles d'Alpine. En tout cas, la marque, ça l'a formidablement internationalisé. Au revoir Renault, bonjour Toyota. Le retour de Toyota, comment annoncer cette annonce? Toyota qui devient partenaire de Haas, partenaire mais pas actionnaire, hein, Eric. Partenaire, effectivement, c'est un partenariat technique et financier en termes d'image et je pense que c'est aussi un partenariat, on va dire, ressources humaines qui va être pour une façon pour Toyota de redynamiser son département sport après avoir fait 10 ans d'endurance. Je pense qu'ils ont aussi besoin un petit peu de renouveler et de dynamiser à la méthode japonaise, on va dire. Alors, encore une fois, Ange Pasquali, l'ancien team principal de Toyota qui participe souvent à cette émission, nous l'avait dit en revenant de Fuji l'autre jour, qu'effectivement c'était dans les tuyaux. Comment on peut interpréter cette association, quand on est le premier constructeur mondial d'automobiles? Est-ce qu'on peut penser que c'est un premier pas timide, mais vers un rachat possible de Haas? On sait que Haas cherche aussi une porte de sortie. Je pense que Haas, en ce moment, ils sont contents parce qu'ils ont des résultats exceptionnels. Hein. Ils vont potentiellement finir le championnat 6e. Donc, si tu veux, c'est la surperformance. Merci Alpine. Ouais. Non, mais c'est ça. Hein, tu prends. Donc, je pense que là, ils ont le vent en poupe. Hein, donc, et ils sont à l'affût. Après, Toyota a toujours une approche un peu bizarre. Hein. Sur la Formule 1, ils ont mis des milliards pour rien obtenir. Tu vois, ils auraient peut-être dû mettre moins sur plus longtemps. Je sais pas. Je sais pas, c'est particulier. La culture japonaise est compliquée. Mais de mémoire, est-ce que je me trompe, les moteurs Toyota n'étaient pas faits en Allemagne? C'était sous-traité. Et est-ce que là, Haas va faire des moteurs ou est-ce qu'ils vont juste mettre des stickers C'est juste un sponsor, là. Du Un peu branding comme Alfa Romeo avec Sauber les années précédentes. Mais je parle sous le contrôle d'Eric. Mais oui, ils étaient faits à Cologne, les moteurs. Oui. Mais là, non, en l'occurrence. Est-ce que l'écurie de Cologne est toujours up-to-date aujourd'hui, Eric? L'écurie de Toyota? Le site, en tout cas, de Cologne, effectivement, est un énorme site qui a vieilli, on va dire, avec le temps. Hein. Ce qui était valable en 2005 à la F1, aujourd'hui, ça, forcément, 20 ans après, n'est plus, je dirais, au standard F1. Et je pense que c'est toutes ces raisons qui fait que Toyota a besoin, peut-être, en faisant ce partenariat, sans vouloir se réimpliquer en F1, va permettre à toute l'équipe technique de Cologne de se remettre à jour en termes de technologie. Et peut-être que d'ici 2-3 ans, se posera la question, est-ce qu'ils y retournent ou pas? Allez, c'est l'heure, mesdames et messieurs, du quiz F1. Alors ça révise autour de moi jusqu'au dernier moment. Regardez, ils sont sur leur téléphone, ils regardent les résultats. Dis celui qui regardait sur son ordinateur et qui vous a les questions Moi, je révise jamais, répétitives pour avoir les réponses. Je révise jamais, mais comme ils sont bien révisés parce qu'ils voulaient me battre. Voilà. Alors, 4 questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 points pour le troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Bien sûr, il y a beaucoup de questions liées au Grand Prix des États-Unis, donc ça devrait vous aider. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. De toute façon, même si on n'était pas prêts, tu te lancerais. Bah oui. Alors, on y va. Alors attention, il s'agit d'un pilote ayant remporté le Grand Prix des États-Unis. Je suis le pilote ayant remporté le plus de fois le Grand Prix. Hamilton. Lewis. C'est moi, non, là c'est moi. Et les gars, j'ai jamais un point, là je le veux celui-là. Pour moi, aucune chance. Pour ça arrive jusque-là. Aucune chance. Pour moi, c'est le Ferrari. Non, tu es de mauvaise foi. Merci, s'il vous plaît, c'est Laurent ou c'est moi, mais bien sûr que c'est moi. Merci. Non, ils sont payés par la FIA, je le crois pas. Non, c'est moi. C'est moi. Non, je vais pas avoir à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Attends. Bon.
Allez, c'est je suis pas désolé, hein, on a un arbitre. Hein. Je veux revoir les rushs après. On va regarder ça. Un pilote ayant remporté le Grand Prix des États-Unis, tu peux te rattraper. J'ai été le premier pilote français à remporter le Grand Prix des États-Unis. Sever. Bonne réponse, François Vanna Sever. Dijika. François Sever. Cette Wow. victoire a été la première de ma carrière en 1971 sur le circuit de Watkins Glen. C'est dur à dire. J'ai perdu la vie sur ce même circuit, hélas, 2 ans plus tard, et j'étais un pilote Tyrrell. Ouais, mais il faut Le avoir. magnifique. Il aurait fallu être né pour connaître ça. À cette Oui. époque-là. Il y en a qu'un qui pouvait répondre. Oh, c'est pas. Allez, un circuit. Non, mais bon. Il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ouais. J'ai accueilli le Grand Prix des États-Unis entre 2000 et 2000. Indianapolis. Indy. Waouh, trop fort. Guillaume, Bravo. Indianapolis, effectivement. Le fameux circuit d'Indianapolis. En 2005, seules 6 voitures prennent le départ. Je suis l'une des 3 épreuves composant la triple couronne. Et je suis surtout célèbre pour la mythique course des 500 miles d'Indianapolis. Bravo. Guillaume, ça donne quoi en régie? 4 pour Laurent. 4 points pour les Ferraristes et 4 points pour Guillaume. Laurent, tu peux encore revenir. Non, je joue plus. Vous êtes des vendus. vous êtes Ouais. comme la FIA. Voilà, non, mais c'est attends. Je vais aller réécouter les rushs. Alors, messieurs. Un pilote. On va le mettre dans les flottes. On va le mettre dans les flops. Comme Un Louis. pilote. Et on ne parle pas pendant le jingle. Je porte le prénom d'un modèle de constructeur. Et il s'agit de Dacia. Je porte le pilote d'un modèle du constructeur Dacia. Je porte le prénom d'un modèle du constructeur Dacia. C'était avant les années 90 ou Non. après? J'ai Mais rejoint on parle de... Attends, on parle de quoi? D'un pilote d'un de quoi pilote. J'ai rejoint l'équipe Williams en 2023. Albon. Non, éliminé. Je suis le dernier pilote américain ayant participé à un Grand Ah, Prix de Logan F1. Sergent. Putain. Logan Mais oui, la Sergent. Dacia Logan. Logan, Oui, les amis, oui, bravo. Logan, bien joué. Philippe. Quel toquin. Et j'ai été remplacé en 2024 par Franco Colapinto. J'ai Tu as l'air pas déçu, remplacé. Guillaume. Bah oui, parce que c'est tellement simple. Non. Bah, avec Alors. l'américain plus Williams, Logan Sargent. il y en a Ouais. deux. Alors, Je suis 4, d'accord. non, combien 4 2 points. Et 2 points pour Philippe. Alors attention, là c'est un exercice un peu particulier. Je vais vous demander de deviner non pas une, mais 2 écuries. Donc il faudra me donner le nom de 2 écuries. Donc il y a double 2 points. Voilà. Non. Ok. Sauf si c'est Laurent, parce je pense qu'il a été un peu volé. Tu vois, je suis de ton côté. Ouais. Non, mais ça, c'est la mafia corse, J'ai ça y été est. À Mafia Ouais, Corse. c'est la mafia Alors vous allez me corse, citer ouais. 2 écuries qui ont remporté, attention, le plus de succès au Grand Prix des États-Unis avec 8 McLaren, victoires. Mercedes. Non, Moi je dirais Ah, si, Ferrari McLaren, et Mercedes. Mercedes. Ferrari, Mercedes. non, Red Bull. non. Il va Lotus. rester plus qu'Eric et Laurent. Je vais vous donner d'autres indices. Oui. La première écurie est anglaise, donc c'est pas McLaren. Ah, C'est est-ce pas qu'on peut- Mercedes. On peut pas revenir du coup, non. Ben non, Bah non. Donc c'est Williams et Ferrari. non. Non, c'est Lotus. Lotus. C'est Lotus, Ah. oui. La Et- première, c'est juste- Lotus. juste Là, pour ton information, Eric a il y a été le team McLaren, c'est principal de anglais cette aussi. écurie anglaise, effectivement, c'est Ouais. Lotus. Et évidemment, la seconde écurie est, attention, course de rapidité, italienne. Quoi, Ferrari. 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 Oui, mais Donc là, c'est qui a répondu? ben, moi je l'avais dit avant, j'ai dit en premier. Ah, Ah, il Ouais, fallait, je pense il que- fallait sortir Je Lotus. pense que c'est Eric qui doit. Ah oui, non, c'est je pense Eric. que c'est- 3 points ah, pour non. Eric. Je pense Ouais, que ouais, c'est. c'est pour Eric. Je pense que c'est Laurent là. J'ai juste écouté. Autant pour moi, c'est Laurent. Je le laisse à J'ai Eric juste volontiers. Merci Alain. Il est deg. Il est deg. Il est deg. Allez, on va faire un peu d'histoire, les amis. Vous êtes prêts? Ouais. Donc, c'est un quiz spécial Don Camille cette semaine. En quelle année le Grand Prix des États-Unis a intégré le championnat du monde de F1? Oh là, on va dire une pif. Allez, 64. Tu es obligé de répondre parce que tu es éliminé. Ah Allez, je vous aide. C'est dans les années 50. 59. Ouais, c'est pas possible. Il a bu quoi lundi du Oh coup là là là. C'est impressionnant. Regarde dans les lunettes, on voit l'écran. Non. Mais c'est toi qui veux dire. Non, il nous voit à nous, tu voyais, tu nous voyais. La première course a eu lieu sur le circuit de Sebring et c'est la même année Fidel Sebring. Castro arrive au pouvoir à Cuba Sebring. et effectivement c'est 1959. Bien joué. Sebring, incroyable. C'est le Prosecco, ça. C'est le procès. Ben oui, C'est le champagne. Prosecco. Allez, Prosecco. une écurie pour Le conclure. Franciacorta. Alors ça donne quoi en régie s'il vous plaît parce que je sais plus où on en est. C'est Alain. qui a 7 pour Alain qui est devant. 4 pour Fabrice. 3 pour Eric. Guillaume 4. Et 2 pour Philippe. Donc tu peux encore gagner Guillaume hein, si Ouais. tu réponds à cette question. Laurent aussi. Et Laurent aussi. Ah, mais pourquoi il a 4 points Laurent? Non, Fabrice Non. aussi. Moi, je peux encore gagner. Fabrice Lagounette. Laurent. Ah, en plus tu fais la Laurent, il est provocation. dans Les les arbitres choux. font la provocation en plus. Ouais. Ouais. Une écurie
Bon, c'est pas évident, mais il faut avoir un peu de culture du côté de l'outre-Atlantique. Je vous aide. Oula. Je suis la seule écurie américaine à avoir remporté un Grand Prix de F1 dans les années 70. Chaparral, il faisait pas de la F1. Non. Je suis surtout connu pour mes nombreuses victoires en NASCAR et en IndyCar. Andretti. Pardon? Andretti. Non, Non. 70, non. En 1993, ça c'est pour Laurent, Ayrton Senna a réalisé un test en IndyCar sur l'une de ses voitures, l'une de voitures de cette écurie. Penske. Penske. Bonne réponse de Guillaume. De Laurent, de Philippe. Philippe, Oh là, Laurent, Guillaume, Philippe, c'est Guillaume, moi. je ne sais plus. Mais c'est moi. Ouais, je pense qu'Alain l'avait dit un peu. Penske. Ouais. Non, 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 c'est pas Timato. Ah non, Si. ah non, je l'ai dit. non, Guillaume, non, c'est on peut le réécouter. Russell. Tu sais, il dénonce comme ça. Non, C'est le non, Russell. non, je l'ai qui dit a avant. refait la F1. Replay, Je je l'ai dit demande- avant. ça change je rien, demande là. la- Et je Je porte le demande nom là-bas. de mon D'autant fondateur, que je suis- prénommé Roger Penske. La régie, verdict? C'est compliqué là. Regardez. Il faut... J'aurais dit Moi, je Philippe. suis en remote, hein, il faut l'aider. Tu vois. J'aurais dit Philippe. Ouais. Ben ouais, mais tiens, en Ils sont remote, très il fallait être politiques là, en régie. monsieur Ouais. Camille. N'empêche, tu remportes quand même brillamment. Alors, on peut t'applaudir. Bravo Alain. Allez-y, moi j'ai un micro-main, Ouais. je peux pas. Bravo, Alain. Qui remporte. Comme quoi la boisson a des effets parfois. Voilà. Allez, on C'est du- enchaîne avec non, la minute C'est Insta. du les vin de amis. messe, je suis béni. Ah, C'est bon. La minute Insta. Allez, on tenait à rendre hommage quand même à Daniel Ricciardo qui a donc arrêté la F1. C'est le premier Grand Prix du Texas sans Daniel Ricciardo. Séquence émotion. Eric, une petite réaction au départ de Daniel Ricciardo. Pas très élégant la manière dont on l'a écarté de chez Red Bull Racing. Ouais, non, pas très élégant, effectivement. Enfin, c'est quand même un grand pilote de F1. C'est comme on dit, un grand prix winner. Il a gagné des grands prix. Donc, même si, effectivement, depuis quelques années, je dirais, son talent s'est un peu perdu, on ne sait pas où. C'est quand même dommage qu'ils n'aient pas rendu hommage à ce grand sourire et ce grand bonhomme de la F1, mine de rien. Parce que c'était quand même un beau caractère qui a fédéré énormément de spectateurs pour la F1 et la F1 aurait pu le remercier spécialement parce que grâce à lui, la F1 et son sourire légendaire, évidemment, et sa bonne humeur, mais surtout son humilité, il a quand même fait gagner pas mal de fans auprès de la F1, donc effectivement, c'est dommage. Good job. Solid. Pareil. Very solid. Séquence suivante, on a suivi les comportements des parents de pilotes après un Grand Prix et leur réaction après le passage de la ligne d'arrivée. Et c'est assez, comment dire, inégal, regardez. C'était une spéciale pour Laurent Pantanac. Et puis regardez, ce week-end, donc Camille a fait des heures sup à Maranello. Les cloches sonnent en cas de victoire, vous le savez, de la Scuderia. Même à minuit, regardez, les cloches sont mises à sonner à Maranello, c'est magique. C'est sûr que t'es pas emmerdé avec l'église à Viry-Châtillon. C'est clair. Ça pique. Donc Camille, ça va, en fait tu carbures au champagne depuis hier soir. En fait. Allez, ouais. Allez les amis, on enchaîne avec vos pronostics pour le Grand Prix du Mexique. Les pronos avec notre partenaire principal de cette émission, il s'agit de Winamax. Le site de paris en ligne offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Vous avez un premier bonus où Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Voilà, ça c'est déjà gagné dans la poche. Le bonus numéro 2, Winamax vous verse plutôt sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash en tapant le code promo, retenez bien, ORLF1. Alors comment ça marche? Il vous suffit de créer votre compte sur le site de Winamax, winamax.fr. Vous effectuez votre premier dépôt, le dépôt minimum par CB est de 15 € et vous recevez alors immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 € maximum. Vous utilisez le code promo ORLF1 et vous obtenez 10 € supplémentaires. Par exemple, en cas de premier dépôt doublé jusqu'à la limite de 100 €, plus 10 € offerts pour la code ORLF1, ce qui signifie que vous déposez 20 €, vous avez 20 € supplémentaires et 10 € en bonus. Vos 20 € se transforment en 50 €. Profitez-en. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits
aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax de nous soutenir. Allez, en attendant, vos pronos pour le Grand Prix du Mexique. Retour sur vos pronos pour le Grand Prix des États-Unis de Nofana du paddock. Norris, Verstappen, Leclerc. Merci Laurent. Norris, Piastri, Verstappen. Norris, Charles, Oscar. Leclerc, Norris, Sainz. Norris, Piastri, Verstappen. Norris, Leclerc et un petit point sur Russell. Pas loin, donc Pépone, c'est vraiment pas loin ce coup-là, bien joué. Allez, vos pronos pour le Grand Prix du Mexique, on commence avec Eric. Écoutez, je vais mettre Norris de nouveau parce que je pense que le Mexique va un peu leur bénéficier et je mettrai ensuite Leclerc et Verstappen. Donc Camille. Je vais mettre Charles, Lando et Verstappen. Pépone. Leclerc, Verstappen et Sainz. Philippe. Je mettrai Norris parce qu'il a eu trop pas de chance, mais le plus important, retenez ce que je vais vous dire, tellement d'émotions, Pérez va se sortir. Il va pas tenir. Il va pas tenir. C'est son Grand Prix, son dernier Grand Prix, son pays à son papa. Il va se sortir. Laurent. On dit que c'est l'annonce de la retraite. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il était temps. Et on l'avait dit l'année dernière déjà, je crois. Hein. Verstappen, Leclerc, Norris. Guillaume. Norris, Verstappen, Sainz. Et moi, je vais dire Leclerc, Norris et Sainz. Leclerc, Norris et Sainz. On reprend les copies la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix du Mexique. On espère que... soyez pas un oiseau de mauvais augure que Pérez sera avec nous encore la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la fin, vous le savez, c'est tous les lundis après chaque Grand Prix. N'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci Philippe, merci Laurent, merci Guillaume, merci donc Camille, merci Pépone et merci Eric. On se retrouve la semaine prochaine lundi. Soyez au rendez-vous. Salut!